Voilà des mois que l'État islamique s'est imposé dans notre quotidien. Les islamistes du groupe Daesh font partie du paysage de l'actualité, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais on sait finalement peu de choses sur les hommes de Daesh, sur leur fonctionnement, leurs méthodes de communication ou leur financement. D'où l'intérêt de ce livre co-signé par un chercheur syrien, Hassan Hassan, et par vous-même, Michael Weiss. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste américain et vous participez aux travaux d'un think tank, un groupe de réflexion consacré à la Russie moderne. Avec nous aussi ce soir Anne Guidicelli, bonsoir, Bonsoir. spécialiste du monde arabo-musulman, ancienne chargée de mission au Quai d'Orsay. C'est vous qui avez traduit et préfacé le livre dont nous allons parler. Et dans votre avant-propos, Anne Guidicelli, vous écrivez que l'État islamique est aussi notre miroir, que les erreurs stratégiques répétées de l'Occident, l'absence persistante de vision globale nourrissent son expansion. Vous suggérez que Daesh existe en fait parce que l'Europe et les États-Unis ont confondu lutte contre le terrorisme et lutte contre les oppositions aux différents régimes du monde arabe. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que je dis même dans cette même préface que l'État islamique est notre créature d'une certaine façon, Vous allez jusque-là, oui. dans la mesure où elle est le fruit d'erreurs répétées, mais qui sont aussi le croisement d'agendas régionaux qui sont aussi l'Iran, l'Irak et les puissances du Golfe. Donc l'instrumentalisation du terrorisme a été aussi un instrument pour les régimes et pour rester je dirais en fonction, pour garder leur propre pouvoir, avec une certaine complicité des grandes puissances, dans la mesure où il s'agissait d'avoir un interlocuteur capable de garantir ses propres intérêts. Mm. C'est ce qui a été brisé d'une certaine façon avec ce qu'on a appelé les printemps arabes. Et aujourd'hui, on voit avec la Syrie qu'effectivement, on revient à un espèce de retour de cette À l'ancienne logique, logique qui avait l'ancienne prévalu logique de soutien pour la aux Tunisie et tyrans. l'Égypte, par exemple. Voilà. Alors, Michael Weiss, expliquez-nous ce que vous expliquez très bien dans le livre, comment le moteur du groupe État islamique, qui est au départ un moteur religieux, hein, qui vise d'abord à détruire les chiites, va devenir très vite un moteur politique avec une ambition de conquête territoriale, et on le voit aujourd'hui dans le nord de l'Irak ou dans l'est de la Syrie. So I think the underlying political project of the Islamic State is what you might call Sunni restorationism. You know, the U.S. invasion of Iraq in 2003 knocked out the Saddam Hussein regime. This was a Sunni minority rule over a Shia majority in Iraq. The Sunnis that were taken out of the military or de-Baathified, as it was known, became essentially, they went from being first-class citizens to third-class citizens. And so there was a great deal of popular resentment, which fueled the insurgency that eventually what we today know as ISIS eclipsed and took over. Donc en fait, l'explication, c'est lié à la volonté de restauration des sunnites après l'invasion américaine de l'époque des années 2003, avec toute la logique de débassification, hein, qu'on connaît et Du parti qui a basse. eu des conséquences, voilà. Et que donc, face à cette volonté de restauration des sunnites, eh bien, l'État islamique, à l'époque Al-Qaïda, mais l'État islamique aujourd'hui, c'est largement nourri. Cela nourrit cette nouvelle forme de terrorisme. Vous faites un long portrait d'Abu Moussa al-Zarqawi, qui est le père fondateur, on peut dire, de l'État islamique. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il est l'inspirateur des méthodes de l'État islamique? Et je pense notamment à ces décapitations filmées dont les images ont fait le tour du monde. So Abu Musab al-Zarqawi, a Jordanian jihadist who founded Al-Qaeda in Iraq, so essentially was the founder of contemporary ISIS, he understood that the only way that the Sunnis could ever win in Iraq under a Shia majority Western imposed democracy was if they committed acts of genocide against the Shia in order to radicalize the Shia and to turn what was actually state institutions and para-state institutions into essentially a Shia flip side of Al-Qaeda in Iraq. So he, in his fatwas in 2004, he made this explicit. Our number one enemy are the Rafida, which is the Sunni term, for the bigoted term to describe the Shia. And this was a very grim Machiavellian plan because it actually started to work. You had Shia militia groups, the Mahdi Army, which was also at war with the United States. The political powers that came to be under a democratic Iraq
Some of these guys in government who were working in the Interior Ministry or the Iraqi security forces, they moonlighted as death squads, and they went and targeted the Sunnis. So Sunnis, under Zarqawi's plan, would be so desperate that they would automatically flock into the arms of al-Qaeda in Iraq. And it's also important to point out a lot of the former Baathists that were knocked out of Saddam's regime also went into al-Qaeda in Iraq, and they brought with them all their state training, intelligence, military, political, state building. And these are the guys, in fact, today who are at the upper echelons of the organization known as ISIS. They're former Saddamists. Vous faites un long portrait d'Abu Moussad al-Zarqawi, qui est en fait le père fondateur de l'État islamique. Est-ce qu'on peut dire qu'il est aussi l'inspirateur des méthodes de Daesh? Et je pense bien sûr à ces décapitations filmées dont les images terribles ont fait le tour du monde. Well, so a lot of the tactics we see ISIS using today, dressing Western hostages in orange jumpsuits redolent of Guantanamo Bay, Zarqawi was the first guy to actually inaugurate this. He wanted to draw a moral equivalence between the victims of al-Qaeda in Iraq and the victims of what he saw was a sort of Jewish crusader Shia conspiracy against the Sunnis. So the propaganda, although it was more rudimentary or primitive in the way that he was doing it, really it began with him. The use of the internet and the chat forums, the proselytization, the beheading on camera to create an international spectacle of horror. One of the things that distinguishes ISIS from other terrorist organizations, they love to exhibit their own atrocities. This makes it more difficult to fight them because the U.S. is now trying to, have some kind of counter-narrative saying, who wants to be part of this? They're so barbaric. But integral to the project, and this is what Zarqawi was trying to do, he portrays the victims as subhumans. This is not atrocity. This is not human rights abuses. These are less than human creatures that he claims to be killing. And this is exactly what they're doing today, of course. Donc Al-Qaïda en Irak a été fondé effectivement par Abu Moussab al-Zarqawi. C'est lui qui a inauguré effectivement les décapitations avec des otages qui étaient donc détenus avec ce vêtement orange qui est celui symbolique des prisonniers de Guantanamo. C'est une façon de montrer effectivement l'atrocité, également de faire un lien entre les victimes des croisés qui, comme on le dit dans la rhétorique, qui mènent des atrocités contre les sunnites. Et également, c'est lui qui a contribué à lancer des génocides contre les chiites et donc à radicaliser les chiites, puisque le premier ennemi, c'était effectivement l'ennemi chiite. C'était dans la logique d'Al-Zarqawi. Et ce qui différencie également ISIS, l'État islamique des autres groupes, c'est effectivement le fait qu'ils aiment montrer en fait leurs méthodes et les méthodes de décapitation. Parce que c'est Zarqawi aussi qui a lancé ça, mais avec les moyens technologiques dont aujourd'hui dispose l'État islamique, il est en mesure de vraiment diffuser ça et de mettre finalement en difficulté les grandes puissances comme les États-Unis, en fait, puisque cela montre des victimes qui sont considérées, jugées comme des sous-humains par ce groupe. Question directe, Michael Weiss, d'où vient l'argent de l'État islamique? D'où viennent les armes? So what's interesting about ISIS is since about 2006, when they were still al-Qaeda in Iraq, they in effect became self-financed. Zarqawi, by partnering with other former Saddam regime elements, was able to exploit whole underground networks of illicit or gray market economic modes of self-enrichment. This included oil trading, car smuggling. He would occupy territory and essentially charge taxation on the locals. He would engage in rampant theft of infrastructure, confiscation of vehicles, factory parts, things of this nature. They became so wealthy by 2006 that even though they were technically a subsidiary of global al-Qaeda, at one point Osama bin Laden asked Zarqawi for a loan because al-Qaeda's finances had been so vitiated by Western economic counterterrorism campaigns. So, it is a myth to say that the Islamic State is financed by external state actors. There are some charities in the Gulf that are funneling money, but this is very minuscule. Today, they run all of Syria's oil infrastructure, and they actually sell the oil back to the Assad regime.
and they smuggle the oil into Turkey. They smuggle it into Iraqi Kurdistan. They make a fortune in this way. And again, you know, they charge taxes of all the Muslims that they rule. If you're a non-Muslim, you have to pay, you know, jizya, which is the taxation of the so-called people of the book, Jews and Christians. Although it must be said there are not many Jews and Christians, thankfully, living under ISIS rule. À partir de 2006, avec la création de Al-Qaïda en Irak, au départ, il y avait une forme d'autofinancement qui est passé par en fait une réexploitation de réseaux d'économies parallèles qui existaient, de trafics divers et variés, et notamment évidemment de la vente illicite de pétrole, également des usines de fabrication, des fausses voitures volées, des importations de voitures, tout ce qui était importation d'équipements, de matériel. Donc il y avait aussi une stratégie aussi de corruption, hein, qui est le principe des trafics. Et c'était déjà ainsi à l'époque. En fait, depuis ce que l'État islamique aujourd'hui a réussi à faire, c'est avoir une puissance économique et qui, en fait, n'est pas liée à un financement venant de pays extérieurs, comme on dit, des pays du Golfe, par exemple. Mais ils ont une telle capacité, ils ont tellement bien utilisé les réseaux existants déjà sous l'époque d'ailleurs de Saddam Hussein, qu'aujourd'hui, ils sont même en capacité de revendre le pétrole au régime d'Assad. Voilà. En quelques mots, comment on peut expliquer qu'un mouvement qui ne compte finalement que quelques dizaines de milliers d'hommes puisse terroriser toute la planète? Est-ce que c'est une simple affaire de communication? So ISIS bills itself not as just a regional project, but a worldwide project. Their propaganda has the black flag of the Shahada engulfing the entire globe. Now, I think this is mostly bluster. They know that they can't occupy territory in, say, the United States or, you know, France, let us hope, but they don't have to. This is a worldwide phenomenon. They are looking to radicalize the Sunni Ummah throughout the world. They actually, you know, they traffic in all these foreign fighters who come in to sort of replenish the ranks of their infantry of the so-called caliphate. But in terms of striking, you know, doing terror attacks in the West, they prefer if Muslims stay where they are in their home cities or their hometowns and just become radicalized by the sermonizing, the propaganda, which is readily accessible through the modes of communication, social media. Forget even Twitter and Facebook. They're using now VKontakte, which is the Russian answer to Facebook. Remember, a lot of these guys come from the North Caucasus. This is one reason Russia is now justifying the intervention. They use programs that most people hadn't even heard of, such as Zello, which is an audio platform by which anyone, anywhere in the world can listen to ISIS clerics delivering Friday sermons. So they have a mass media and a global media enterprise, and this makes their propaganda and disinformation so much more difficult to counteract. En fait, le projet original de l'État islamique n'était pas forcément un projet international, comme par exemple Al-Qaïda l'avait. En fait, l'objectif, c'est effectivement d'occuper un territoire et d'exister en tant qu'État. Donc, en fait, en réalité, le projet, c'est déjà qui a été enclenché dès le début, si vous voulez, c'est la radicalisation des sunnites, hein, et l'apport de combattants étrangers, en fait, liés, attirés par cette campagne incroyable, cette propagande qui est diffusée internationalement, a de fait provoquer cette internationalisation de l'État islamique. Cette propagande, elle passe par plusieurs médias sociaux, hein, mais pas seulement ceux connus comme Facebook ou Twitter ou autres, mais aussi d'autres réseaux, notamment un réseau, le Facebook russe, via Contact, par exemple, ou Zello, qui est une plateforme audio, en fait, qui permet donc d'écouter les prêches à l'international, si vous voulez. Anne Guidicelli, on va conclure avec vous, alors que les frappes, y compris russes, se multiplient en Syrie. Vous affirmez que les interventions militaires étrangères font autant de dégâts que l'absence d'intervention. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire et comment on sort de ce cercle vicieux? C'est-à-dire, quand on parle d'intervention, c'est telles qu'elles sont aujourd'hui menées.
Il y avait eu, souvenez-vous, une tentative d'intervention avortée à l'initiative de la France et en coopération avec les États-Unis. Cet appel d'air d'une intervention militaire à l'époque, en 2013, eh bien, avait fragilisé finalement la population syrienne qui attendait, qui s'était préparée à une intervention. D'autre part, les interventions étrangères, on a vu ce que ça a donné en Irak. C'est-à-dire que finalement, c'est exploité, c'est instrumentalisé par justement des groupes comme Al-Qaïda et aujourd'hui l'État islamique qui vont nourrir leur propre combat, leurs propres objectifs sur la base d'arguments qui nous sommes envahis par les croisés, par les forces étrangères C'est ce qui nous menace en d'occupation. Syrie alors aujourd'hui? Aujourd'hui, on voit qu'on ne peut plus, la communauté internationale est définitivement incompétente et incapable de gérer finalement ce dossier. Le principe, le fonctionnement de la communauté internationale n'est plus adapté au type de conflit que nous avons aujourd'hui. La preuve, c'est comme vous le citiez d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un mandat de l'ONU pour pouvoir intervenir. C'est-à-dire qu'on va utiliser deux leviers. Les Russes viennent de le faire pour la Syrie, nous on l'avait fait pour la Libye. C'est de dire, on le fait dans le cadre d'une légitime défense, au nom de la sécurité nationale et à la demande d'un pays ami. Michael Vess, thank you. Thank you. Merci à Anne Guidicelli. Je rappelle le titre de votre livre très informé, nourri notamment de confidences d'agents du renseignement américain, État islamique au cœur de l'armée de la terreur, et c'est publié chez Hugo Doc.